Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise Pharmagest. Donc c'est une entreprise qui m'a été suggérée par un des internautes. C'est une entreprise dont je connaissais de manière superficielle la qualité, mais que j'avais pas analysé de manière approfondie du fait de la valorisation. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle a pas mal corrigé ces derniers temps, ce qui pourrait en soi euh, justifier un point d'entrée. Donc on va regarder ça ensemble. Alors avant de commencer, bien évidemment, moi je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. Donc la vidéo qui va suivre n'est pas un conseil en investissement, mais simplement une vidéo à visée éducative. Alors on va l'analyser selon le plan habituel, on va présenter le business de l'entreprise, on va se pencher sur les chiffres de celle-ci. Alors pour le coup, comme c'est un secteur de niche, on va pas analyser la concurrence. On va regarder rapidement les perspectives de développement, petite note d'analyse technique et enfin je vous donnerai mon sentiment sur cette entreprise. Alors pour commencer, il s'agit d'une entreprise cotée en France, dont la capitalisation actuelle est d'un peu moins de 1,3 milliard, ce qui en fait une mid-cap. Si on essaie donc elle appartient au secteur de la tech sous catégorie logicielle, en sachant que elle porte sur des logiciels de santé, donc on peut aussi la rattacher au marché du healthcare. Donc si on essaye de la définir comme entreprise selon les critères de Peter Lynch, elle est entre les fast growers et les stalwarts. Donc fast grower, dans sa définition à lui initiale, c'était plus de 20% de croissance. On y est sur le chiffre d'affaires, on n'y est pas forcément sur les bénéfices, donc on est plutôt autour de 15% pour cette entreprise, qui est un peu élevé pour un stalwart, mais un peu faible pour un fast grower dans la définition historique, on va dire, de Peter Lynch. Alors c'est une entreprise qui a un flottant réduit, seulement à 27%, et vous avez comme premier actionnaire qui détient 66% des actions, une coopérative, la coopérative Wellcoop, qui est une coopérative de pharmacie basée sur Nancy. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise. Donc elle est éligible au PEA et au PEA PME aussi. Alors, son business se répartit sur 3 gros secteurs. Donc elle fournit des logiciels, donc essentiellement pour les pharmacies en officine, donc avec différents aspects de leur travail, gestion des stocks, etc. Elle est leader en France. Elle a plus de 11 000 clients et elle est implantée en France, en Belgique, en Luxembourg et plus récemment en Italie. Ça représente un peu moins de 75% de son chiffre d'affaires. Après, il y a des logiciels pour les établissements de santé, style EHPAD, HAD, SSR. Et donc, alors sans rentrer dans le détail, mais de prescription et de gestion de médicaments pour ces établissements de santé. Actuellement, il y a 4000 établissements qui sont clients de leur solution logicielle en France et en Belgique. Et ensuite, il y a un dernier secteur en développement qui est un secteur à la fois de e-santé pour la gestion de patients, l'information de patients vis-à-vis de leur sécurisation des données de patients vis-à-vis des pharmacies, et un dernier secteur qui est un tout petit secteur qu'ils appellent FinTech et qui est une plateforme intermédiaire de gestion entre les commerciaux et les clients, de gestion de leasing dans le secteur médical. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin que cela sur l'analyse de l'entreprise. Bon voilà, ce dernier secteur, c'est environ 11% de leur chiffre d'affaires. La répartition du chiffre d'affaires géographique, donc vous voyez, c'est 90% en France, le reste en Europe. Donc une entreprise essentiellement implantée en France, mais qui cherche à se développer en Italie et en Belgique, essentiellement. Alors maintenant, on va se pencher sur les chiffres de l'entreprise. Donc premier élément, les comptes de résultats. Donc on voit que c'est une entreprise qui délivre une croissance constante ces dernières années, à la fois en termes de chiffre d'affaires, de résultats d'exploitation et de résultats nets. Au troisième trimestre 2021, on est déjà à 138 millions de chiffre d'affaires.
Donc pour une projection équivalente sur le dernier trimestre, ça nous ferait un chiffre d'affaires à la fin de l'année autour de 184 millions d'euros. Donc on voit une croissance constante de ces différents résultats. En termes de profitabilité, c'est une entreprise extrêmement profitable avec une marge brute à 69%, une marge opérationnelle à plus de 27%, une marge nette à plus de 17%. Donc extrêmement profitable et avec des paramètres tout aussi impressionnants sur le ROE qui est à plus de 22%, le ROIC qui est à plus de 18%, donc ça c'est tout simplement énorme, et un ROA à 11,1%, donc une entreprise très très profitable. Alors ensuite la question donc, que je me pose toujours, c'est est-ce que cette entreprise possède un moat? Donc c'est, vous savez, un des critères préférés de Warren Buffett, c'est-à-dire un avantage concurrentiel durable. Donc ce qui s'applique à ce type d'entreprise, c'est-à-dire à des entreprises qui commercialisent des logiciels de spécialité, c'est surtout une barrière à la sortie, c'est-à-dire que pour les différents clients, notamment les officines, les établissements de santé, il y a un coût pour le changement de logiciel qui est extrêmement important. Alors en termes ça peut être un coût financier bien évidemment, mais surtout un coût en termes de temps et de gestion. Tout simplement, vous imaginez changer un système dans un établissement de santé qui a été mis en place, dont tout le monde est habitué, le changer pour partir sur un nouveau système, pour faire des économies à la marge, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que la plupart des clients ne changent pas de suite logicielle la plupart du temps. Par définition, ce type d'entreprise, ce sont des modèles économiques extrêmement scalables, car une fois qu'on a la suite logicielle qui est développée, plus on a de clients et plus cela est bénéfique. Donc là aussi, c'est en soi un moat. Alors le dernier que j'ai mis en pointillé, c'est les actifs intangibles, c'est-à-dire la qualité de leur suite logicielle. Donc ça, je suis pas capable de l'analyser. Il y a probablement des concurrents avec des suites logicielles sans doute équivalente. Alors est-ce que Pharmagest fournit un logiciel nettement supérieur aux autres? Ça, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que je le mets en pointillé, mais on peut l'imaginer du fait du caractère leader, notamment en France, qui est son marché d'origine. Alors un mot sur la situation bilancielle. Donc c'est une entreprise dont l'endettement est plutôt en phase plateau. On voit que actuellement, à la fin du troisième trimestre, on est même à un léger recul de la dette absolue, alors avec par contre un EBITDA et un free cash flow qui augmentent constamment ces dernières années. Donc un endettement relatif qui diminue. Aujourd'hui, on a un dette sur equity à 0,37, un leverage à 1,2, donc une entreprise qui est peu endettée, un dette long terme sur free cash flow qui est inférieur à 2, donc très peu endetté, très bien géré. Et un ratio de liquidité à 1,16, donc pas de menace à court terme de ces liquidités. Donc une situation bilancielle extrêmement satisfaisante. Concernant le cash flow, on voit que son free cash flow est en croissance constante d'environ 15% par an ces 5 dernières années. Donc là aussi, rien à dire, c'est parfait. Alors maintenant, la question qui va suivre, c'est les niveaux de valorisation. Donc on a un PER actuel qui est autour de 37, donc un PEG ratio, si on prend la croissance des bénéfices sur ces 5 dernières années qui est d'environ 10%, ça nous fait un PEG à 3,7. Donc une valorisation élevée, notamment vis-à-vis de sa croissance. On a un VE sur EBITDA à 23, un price to free cash flow à 45, un price to book alors à 9. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour ce type d'entreprise, un price to sell à 7. Donc une entreprise bien valorisée. Alors vous le savez, moi j'essaye de définir des niveaux d'entrée en fonction de différents scénarios de l'entreprise. Alors je pars en général du bénéfice par action, le dernier connu, donc là c'est celui de 2020. J'applique à ce bénéfice par action un taux de croissance, différents scénarios de taux de croissance de ce bénéfice et les différents niveaux de valorisation. Ce qui me permet d'avoir une valorisation terminale à N plus 10. Et de cette valorisation terminale, je calcule mon niveau d'entrée pour un retour sur investissement qui serait ici de 10%.
Donc sur le premier scénario, pour détailler, je pars d'un bénéfice par action à 2,02, donc ça c'est pour 2020. On applique un taux de croissance à 10% pour les 5 prochaines années, puis 5% dans les 5 années suivantes. On a un PER terminal à 18, et pour avoir un retour sur investissement à 10%, il faut que je rentre à 28,8 euros. Pour mémoire, l'entreprise cote actuellement autour de 85 euros. Donc voilà, j'ai fait varier ce scénario avec un scénario plus optimiste qui est le scénario 2, donc 15% de croissance sur les 5 prochaines années, puis 10% avec un PER à 22, donc un scénario assez optimiste. On a un prix d'entrée quand même pour un retour sur investissement à 10% par an qui est encore à 55 euros. Voilà, un scénario plus pessimiste. Voilà. Alors bien évidemment, l'année 2021 est bien avancée, donc j'ai fait un deuxième scénario en essayant d'avoir une estimation du bénéfice par action qu'on pourrait avoir à la fin de l'année, avec un scénario plutôt optimiste puisqu'on aurait un bénéfice par action à 2,5, donc une croissance de 25% sur l'année, ce qui est probablement trop optimiste. Et on voit que même en appliquant les mêmes scénarios, en partant d'un poil plus haut, on voit quand même que dans le scénario le plus optimiste, moi j'ai un point d'entrée qui est un tout petit peu en dessous des 70 euros, avec un scénario qui reste quand même assez optimiste, 15% sur les 5 prochaines années d'earning per share, puis 10% avec un PER terminal, ça reste quand même un scénario sans nuage. Mais pour avoir un retour sur investissement à 10%, il faut que je rentre en dessous de 70 euros. Donc encore une entreprise sur ces arguments-là qui est bien évaluée, bien valorisée. Ensuite, un mot sur le retour sur investissement pour les actionnaires. Donc, c'est une entreprise qui donne un dividende. On a un dividende qui est en croissance ces dernières années d'un peu moins de 8% par an. Le rendement actuel est de 1,1% avec un payout ratio à 44%. Je vous laisse regarder l'histogramme sur la droite de l'écran montrant la croissance du résultat et du dividende. Actuellement, il n'y a pas de politique de rachat d'actions dans l'entreprise, mais c'est une entreprise qui ne dilue pas ses actionnaires, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait d'analyse de la concurrence parce que c'est une entreprise dans un marché niche, donc je n'ai pas trouvé d'entreprise tout à fait équivalente, même si on peut s'intéresser à des entreprises du secteur du logiciel. Mais là, c'était pas mon propos au vu de la spécificité de cette entreprise. Donc une petite note d'analyse technique. Donc là, je vous ai mis une représentation en chandelier japonais en représentation hebdomadaire. Donc on voit que c'est une entreprise qui est sur une dynamique haussière sur le long terme, mais qui va être plutôt baissière sur un court et moyen terme. On voit qu'elle évoluait dans un canal haussier de long terme dont elle s'est échappée en fin 2020-2021 avec une croissance exponentielle de sa valorisation. Et puis on observe depuis la fin du premier trimestre 2021 une chute assez importante de la valeur du titre qui l'a fait réintégrer actuellement ce canal. Il y a une chute qui est quasiment de 50% du titre par rapport à ses plus hauts historiques. Voilà, elle est actuellement en train de travailler une zone de soutien autour de 85 euros. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que sur cette représentation graphique, moi dans l'idéal j'aimerais l'acheter sur la frange basse de ce canal haussier qu'elle viendra intégrer. On serait assez proche à ce moment-là de la MMA 200 en données hebdomadaires, ce qui nous ferait un prix autour des 70-75 euros, un prix d'entrée qui se rapprocherait de mes scénarios de valorisation très optimistes. Mais pourquoi pas au vu de la beauté de cette entreprise. Alors, je vais essayer de conclure sur cette entreprise. Donc comme vous le savez, avant de conclure, je fais toujours une petite checklist. Donc est-ce que je comprends le business de cette entreprise ? Pas complètement, c'est une entreprise de niche dont j'appartiens pas à ce métier-là. Donc j'ai pas d'avis, je me rends pas bien compte de ses concurrents et de la place et de la valeur en tant que telle de Pharmagest, notamment pour les pharmaciens.
le business qui sera toujours là dans 20 ans, bien évidemment, on aura besoin les pharmaciens auront besoin de suites logicielles pour cela. Après, la question, c'est est-ce que ça sera Pharmagest, est-ce que ça sera lui qui se fera une part du lion, notamment en Europe. Consommateur des produits, c'est une question non pertinente parce que c'est un B2B. Le nouveau frigo, c'est un des conseils de Peter Lynch, donc qui nous conseille de se pencher plus sur l'analyse de l'entreprise avant d'investir dessus, plus que si on achetait, plus que sur l'achat de notre futur frigo. Donc là, c'est le cas pour ma part. C'est une entreprise qui ne sera pas disruptée pour la simple et bonne raison que c'est un marché de niche très spécifique. Elle a, à mon sens, un mode, notamment une barrière de sortie pour ce type d'entreprise assez évident. C'est une entreprise qui délivre une belle croissance, qui est résilient malgré la crise Covid bien évidemment, et une belle croissance ces dernières années avec des résultats tout à fait bons. Il n'y a pas de dilution des actionnaires, donc ça c'est toujours bon sur les entreprises en croissance de le vérifier. Et le potentiel d'e-bagger, c'est possible, mais cela inclut que l'entreprise va changer d'échelle et notamment conquérir de nouveaux marchés en Europe. Et donc avec toutes les difficultés que ça peut amener, du fait probablement d'un marché extrêmement fragmenté et d'acteurs locaux dans chaque pays notamment. Alors en conclusion, c'est une très très belle entreprise, ça c'est sûr, elle est profitable, extrêmement profitable, elle délivre une belle croissance, elle a un moat, le bilan est excellent et délivre du free cash flow de manière tout à fait satisfaisante avec en croissance. En plus, modèle d'entreprise, il y a une récurrence des revenus puisque souvent ça marche par abonnement et donc une fois que vous avez les clients, ils sont abonnés pour les 10 années qui suivent, donc il n'y a aucun problème pour cela. Donc c'est une très très belle entreprise. Il y a probablement une réserve de croissance à la fois dans les marchés sur lesquels elle est implantée, avec notamment en Italie probablement une part de marché à conquérir en Italie, une internationalisation avec peut-être l'ouverture vers de nouveaux marchés en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre par exemple. Donc une entreprise très belle. Le problème avec toutes ces très belles entreprises, c'est le niveau de valorisation. Actuellement, elle est bien valorisée, même dans des scénarios optimistes. Et donc, ce qui nous empêche d'avoir un retour sur investissement aussi élevé qu'on pourrait s'attendre. Et donc, pour ma part, j'attendrai qu'elle baisse encore un petit peu avant d'investir, à la fois sur des données techniques et à la fois sur des données fondamentales. Je reviens pas sur ce que je vous ai dit précédemment. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est sur une entreprise, alors une small mid cap, qui travaille sur un marché de niche. Et donc pour un particulier comme moi, c'est extrêmement compliqué d'avoir toutes les subtilités de ce marché. On n'est pas sur une entreprise comme Danone, où c'est entre guillemets plus simple d'avoir la visibilité sur le marché et sur les chiffres qu'elle peut publier. Et donc, potentiellement, des risques plus élevés lorsqu'on investit sur ce type d'entreprise. Et donc, on pourrait s'attendre même à avoir un retour sur investissement plus élevé que 10%, ce qui est mon objectif actuel. Et donc, ce qui signifie qu'elle est d'autant plus valorisée si on cherche des retours sur investissement élevés. Donc voilà pour mon analyse. Donc une très belle entreprise, mais qui est bien valorisée. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est une belle entreprise, mais bien le niveau d'entrée qui est très important. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement ou non. C'est à vous de faire votre propre analyse. Voilà. À bientôt pour de prochaines analyses. Au revoir.